1. Salle historique. Vous vous trouvez actuellement dans la première salle de l'exposition The Great Offshore du collectif RYBN. Cette salle rassemble différents ouvrages et objets historiques. Il y a vraiment cette question un petit peu d'arriver à déterminer en fait la présence ou l'importance que prend la pensée comptable sous toutes ses formes. En 2040, 2050, avant Jésus-Christ, on retrouve les premières traces écrites. Et il se trouve ces traces écrites en fait humaines. Donc là, on a montré on a amené une reproduction d'une tablette qui fait partie des collections du Louvre. Et on a une machine qui a été produite par un ingénieur qui s'appelle Kurt Stark. En 1943, il est interné au camp de Buchenwald. Et en fait, il travaille sur une machine à calculer. Cette machine à calculer portative, elle va devenir en fait la machine à calculer du soldat allemand pendant la guerre. Et il se trouve que lui, c'était du travail forcé dans le camp de concentration. À la Libération, en fait, il continue de travailler sur son invention. Et quelques années après, dans les années 50, 49, c'est racheté par une société qui s'appelle Continental AG, qui est en fait une société du Liechtenstein et qui l'a produit en série. Jusque dans les années 70, cette calculette est un peu en fait l'emblème de la machine à calculer. Alors il se trouve qu'on l'a vu partout dans les musées du Liechtenstein. Dans les voyages qu'on a pu faire, si on essaie de noter un petit peu les invariants, dans chaque pays, on a trouvé en fait un musée de la technique ou quelque chose qui s'en approchait, parce que le mythe de la technique est fondateur de l'identité des paradis fiscaux qui se fonde sur une entité qui est très liée au développement des infrastructures techniques, des trains, les voies de communication. En Angleterre, c'est limpide avec les bateaux, les routes de commerce, donc les médias vraiment pris dans un sens très global. Et puis à Wilmington, il y a un musée dédié, qui est carrément dédié en fait aux technologies du business et de l'innovation. 3. Cosmographie universelle, André Thévet, 1575. André Thévet est un explorateur, écrivain et géographe français. Il devient en 1560 le cosmographe du roi, c'est-à-dire le géographe officiel à l'époque de la conquête du Nouveau Monde. Les cartes sont particulièrement étonnantes parce qu'elles sont bourrées de monstres dans les océans et de sauvages. Elles sont pas aux proportions. En fait, elles sont très imagées. Elles ressemblent plus à des cartes qui sont faites à partir de ressentis qu'à partir de mesures précises. Donc elles contrastent beaucoup avec l'idée qu'on a de la carte. Et pour autant, on les trouve pas fausses. On les trouve au contraire parlantes. Elles arrivent à exprimer des choses que sur d'autres cartes on peut pas placer. Donc il y avait cette idée de casser un peu la codification des cartes topographiques, puis de revenir sur quelque chose d'un peu plus ressenti, quoi. On s'est un peu imaginé la façon d'aller répertorier, inventorier le territoire. Évidemment, il y avait cette idée de faire une carte. Donc l'exposition qu'on montre ici, c'est une sorte de carte, même si elle ne ressemble pas à une carte. C'est une carte psychogéographique. Il y a toujours cette idée de mettre en question les outils de représentation et de se réapproprier les codes. Il y avait vraiment cette idée d'exploration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va. C'est un territoire qui nous paraissait assez inconnu, la finance offshore, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les journaux, puis il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du mythe. On trouvait aussi que la façon dont on parlait de l'économie offshore, c'était toujours comme étant une sorte de phénomène un petit peu extérieur, un phénomène marginal. Et en fait, on avait envie aussi de s'intéresser à comment est-ce qu'on pouvait en parler comme quelque chose qui fasse intégralement partie en fait, de quelque chose de structurant. 7. Grande salle. Vous êtes maintenant dans la grande salle. Ici, au mur, sont présentées une série de photographies satellites. Chaque personne du groupe, on va tous avoir des idées un peu différentes, mais pour moi, c'est quelque chose en fait qui représente un peu la mise en défaut des outils techniques. On a toujours l'impression que l'outil technique est une espèce d'outil parfait sur lequel il n'y a pas d'échappatoire, alors qu'en fait, ils sont bourrés de failles, d'angles morts. C'est des capteurs électromagnétiques qui sont donc embarqués sur un satellite qui est chargé de faire justement des mesures du territoire, notamment après des désastres ou pour des questions écologiques. Donc c'est Sentinel-2, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne. Et il fait des images qu'on appelle multispectrales. Et en fait, ici, les images sont obstruées par des couches de nuages qui sont assez denses, ce qu'on appelle de la nébulisation. Donc les images sont de type images nébulisées. Et ce type d'images, elles sont offertes, elles sont gratuites, parce que c'est des déchets. C'est les gens du service de cartographie du territoire de Belfort qui nous ont mis sur la piste.
le service du SIG. Et pour nous, elles sont assez métaphoriques. Et puis effectivement, il y a ce côté un petit peu test de Rorschach permanent aussi, c'est-à-dire qu'on peut y placer pas mal de choses. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que pendant tous les voyages, on avait l'impression d'être sous la couche de nuages. Comme on avait orchestré un petit peu ces recherches sous forme de voyage, à chaque fois, il y avait ce sentiment comme ça d'être un petit peu dessous. Sur ces images satellites sont vidéoprojetées des données issues de différentes sources. C'est des visualisations en fait, de sets de données qu'on a récupérés, donc les sets principaux de fuite de données sur les paradis fiscaux, sur lesquels en fait, on voulait un petit peu, malgré tout, représenter justement le réseau, l'architecture de l'industrie offshore, parce que c'est une industrie. C'est des flux, je sais plus, ça avait été calculé à 350 milliards là, par Gabriel Zuckman, donc c'est quand même des flux qui sont importants. Et donc on a tout rentré dans des logiciels et puis on a fait un ensemble de cartes numériques. C'est des données très partielles, donc on voulait que ça reste justement dans ces histoires de subjectivité. Donc là on n'arrive pas à se faire une idée de la carte générale, parce que ces données sont impropres à se faire vraiment une idée. Donc c'est un peu comme un échantillon, comme quand on va aller creuser dans la terre et puis sortir une carotte mais malheureusement on peut pas avoir une image globale. 9. Vitrine des manipulations des prix de transfert. Toute l'enquête, elle a porté justement sur d'abord une analyse des techniques et la façon dont ça travaille en intérieur. Ça, c'est une technique qui est hyper commune qu'on appelle les prix de transfert. Généralement, une entreprise va créer une filiale dans les paradis fiscaux où il y a un taux d'imposition très faible. Et il va en fait s'auto-acheter ou vendre ses propres produits, mais il va maquiller c'est quasiment une technique de maquillage de compte parce qu'en fait, les marchandises ne bougent pas. C'est vraiment que de l'écriture comptable. Donc on revient sur nos tablettes cunéiformes. Et ici, la seule chose qui change, c'est le prix. Et donc le prix va être multiplié par 200 si on a besoin d'évader les bénéfices. Donc l'entreprise, par exemple, en France ou en Allemagne, va se déclarer en perte d'argent. Et on va regarder, nous, on perd de l'argent sur ce territoire, c'est pas possible. Alors que l'entreprise, la filiale aux Bermudes, elle, va se retrouver en fait avec 900 millions, par exemple, de bénéfices, mais il n'y a pas d'imposition aux Bermudes, ou il n'y a pas d'imposition au Caïman pour les sociétés. Ce qui fait que c'est une façon d'aller déplacer ces bénéfices. Et, évidemment, après, il y a toute une série d'impacts derrière, c'est-à-dire politiques. On peut faire pression en disant, regardez, on n'est pas assez compétitif à cause de ci, etc. Bon, voilà, donc il y a énormément d'études là-dessus. Ce genre de choses, ça se trouve sur les registres des douanes. C'est comme ça qu'on arrive à repérer les trucs. Il y a plein de chercheurs. Donc là, nous, on est parti d'études et de recherches où on aime bien le citer parce que c'est quelqu'un dont on trouve les études super. Il s'appelle Simon Pack. Donc lui, il a travaillé avec des équipes entières. Justement, c'est de l'épluchage de comptes. Après, il faut comparer avec les prix normaux. Donc c'est un travail de titan qu'ils ont accompli. Et voilà. Et pour nous, l'idée de montrer ces objets, ça permet aussi de rentrer dans de l'expérience. On n'est pas uniquement dans du théorique, mais effectivement, tout le monde a déjà vu, je sais pas moi, un thermomètre, une pince ou un sèche-cheveux. Cette salle, c'est un peu la salle de l'enquête. Effectivement, on reprend une technique, qui est la technique qu'on appelle murderboard, où à un moment, on va agencer tous les éléments qu'on possède sur un sujet, puis essayer de les mettre en réseau, de les faire communiquer, de les faire parler. Donc ici, c'est quelque chose, nous, où on est venu avec nos photos, les documents qu'on a trouvés, puis tous les documents sur lesquels on s'est basé pour faire ces recherches, parce que évidemment, on s'est basé sur une documentation assez importante. Puis l'idée, c'était aussi de les mettre à disposition du public, avec justement commencer à organiser des liens entre les différents éléments qui sont un peu justement là des récits, en fait, c'est des premiers récits en fait qui sont montrés. Et puis c'est pas forcément les récits classiques qu'on peut avoir sur les paradis fiscaux généralement. Sachant que au cours de l'enquête, on a réussi à retracer d'où venaient ces imageries des cocotiers. Donc c'est un mec qui s'appelle Jean Doucet, qui est canadien, qui a mis ça en place par exemple. Donc il y a énormément de petits détails comme ça. Puis à un moment, on arrive, encore une fois, il y a cette histoire d'invariance, c'est-à-dire que d'un pays à l'autre, on va retrouver des phénomènes qui sont récurrents. Alors, on a parlé de la technique tout à l'heure, on pourrait aussi parler des fantômes, parce qu'effectivement, il y a un truc sur la disparition qui est constante, il y a un truc sur un peu la chasse aux fantômes. Il y a les endroits sont bourrés de légendes, soit des légendes de pirates, des légendes de marins, aussi des légendes de la technique, parce que la technique va véhiculer aussi un ensemble de fantômes avec elle. Et puis voilà, il y a aussi toute une étude sur l'imagerie, le signe. Donc là-dessus, on est quasiment sur une étude sémiotique, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont trahies dans les images qu'on
on n'a pas ailleurs. Donc je pense par exemple au logo des banques, ou les ornements, les sculptures qui vont... Là, ça c'est un Matthew Wilson qui a commencé une étude là-dessus, un artiste néerlandais qu'on a rencontré dans un workshop, qui avait commencé toute une étude là-dessus. Et donc nous on a un peu... donc je tiens quand même à le mentionner. Et on lui a un peu embrayé le pas, même si voilà, nous aussi ça nous fascine. Et puis voilà, en fait, à l'intérieur, il y a 200, entre 100, 200, 300 histoires qui sont cachées. Il y en a certaines qu'on a essayé de mettre en avant, évidemment, il y en a plein qui vont passer à la trappe, mais l'idée c'est ça, c'est un petit peu comme ça de commencer un peu à se faire son idée. Puis pour les gens qui sont vraiment curieux, ils peuvent revenir tous les jours. Et il y a donc un ensemble de documents à consulter de toutes sortes. On a mis des livres, il y a des super atlas sur les îles. On a des catalogues de musées, on a des documents de presse, des livres qu'on a imprimés, on a des rapports de procès, on a des études de chercheurs de tous les types de sciences possibles. Ça va de l'économie à l'anthropologie, à la sociologie. Et c'est évidemment classé par catégorie, donc on a 34, à peu près 34 catégories. Plus on a donc une section de microfilms aussi, d'archives, de banques qu'on a reproduit sous forme de photos, et donc on a assemblé sous forme de microfilm, parce que le microfilm c'est une des machines qu'on utilise beaucoup dans nos voyages. On se retrouve souvent aux archives nationales à consulter les microfilms des archives de journaux américaines, bahaméennes, anglaises, etc. 42. Entrons maintenant dans la dernière salle de l'exposition, la salle blanche, ou salle des prototypes. La salle blanche rassemble des prototypes réalisés par le collectif RYBN en vue de cartographier les territoires de l'économie offshore et d'en manipuler les flux. Donc on a un GPS sur nous. Ce GPS il nous permet de connaître notre position sur une carte donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et à côté de ça, dans ces cartes, on va implémenter toutes les adresses géolocalisées des fichiers des Panama Papers, dont on a déjà parlé, Panama Papers, Offshore Leaks, et toutes les Bahamas Leaks, et donc toutes les données qui existent. On a tout compilé dans une seule base, et on a en fait entièrement géolocalisé toutes les adresses, ce qui nous permet, grâce au GPS, quand on passe à côté d'une adresse, d'avoir une petite alerte. Donc là, c'est tout embarqué dans un espèce de baladeur de poche, un petit ordinateur qu'on peut mettre dans une poche. Et donc il y a une voix de synthèse, une petite voix qui nous prévient. Voilà, à 400 mètres à droite, vous avez telle ou telle boîte, ce qui permet en fait d'aller visiter ce réseau. Et donc, comme on est curieux, mais on est rigoureux, on fait des photos des endroits où on va et on les montre. Voilà, donc là il y a 23 photos, c'est un tour à Jersey. Il y a des choses qui sont assez marrantes dans ces photos, parce qu'il y a à peu près tous les types de bâtiments. Ça va du parking à la cour intérieure, en passant par des zones de poubelles. 47. Algorithme ou AlgOffshore. L'algorithme AlgOffshore est conçu sur une base documentaire de différents modèles classiques d'optimisation fiscale. En fait, on s'est intéressé, toujours dans ces collections d'histoires un petit peu étonnantes ou étranges. On s'est intéressé aux brevets qui sont déposés par les cabinets d'audit qui déposent des modèles de schémas d'optimisation fiscale, histoire de les verrouiller pour pas que la concurrence les emploie. Et puis, donc voilà, là on a une collection de brevets qui est au mur. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment alors là, à la limite, et c'est vraiment étonnant que ce soit accepté. Donc là, c'est l'Office des brevets américains, mais j'imagine dans tous les offices de brevets de la planète, on va retrouver ce type de schémas qui sont entièrement destinés à comment éviter l'impôt. Alors c'est marrant qu'un office national de la protection industrielle aille accorder quelque chose qui permette de les desservir eux-mêmes. Et à partir de là, on a fait une espèce d'étude, et puis on s'est intéressé aussi à tous les modèles classiques qu'on trouve dans les fuites, notamment des LuxLeaks, etc., qui sont moins numériques, par exemple, que les Panama Papers, mais vachement enrichissants à lire, et où justement les méthodes qui sont préconisées par les cabinets d'avocats sont faites sous forme de step by step, donc d'instructions étape par étape, des espèces de tutoriels. Ouais, c'est une étude en fait sur les invariantes des schémas d'optimisation classiques type double irlandais, sandwich hollandais ou Bermuda Sling, Bermuda Black Hole. Voilà, ce genre de... Et en fait, il y a des invariants dans ces modèles qu'on a essayé de mettre sous forme plus générique.
Comme on sait que les informations qu'on possède sont incomplètes, on s'est dit qu'on allait essayer en fait de les remixer, donc c'est une espèce de remix. En fait, on va randomiser en fait ces données et on va créer des relations entre les différents acteurs. Et donc, comme on voulait travailler sur du texte, on voulait pas que ce soit que de l'image, de la photo, on voulait aussi avoir des choses qui soient de l'ordre textuel. Donc là, c'est des petits récits. « 50. Conclusion. Voilà, c'est ainsi que cette visite audio-guidée de l'exposition se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez continuer de flâner dans l'exposition, consulter les différents documents à disposition. N'oubliez pas de rendre cet audio-guide avant de partir. Au revoir, à bientôt.